prise en charge en réanimation très adéquate. Éviter l'utilisation systématique des antibiotiques parce que le risque, c'est la résistance antimicrobienne. Si le bébé fait une infection nosocomiale, par exemple, ou une autre infection, alors qu'on avait déjà créé les antibiotiques, on sera mal barré. Les précautions d'asepsie lorsque l'enfant est pris dans les bras doivent être très rigoureuses. S'agissant des soins cutanés, il faut faire les bains quotidiens avec la chlorhexidine forme aqueuse. Vraiment, l'antiseptique de référence recommandé par l'OMS chez les enfants, c'est la chlorhexidine. Évitez tout ce qui est povidone iodé parce qu'il y a un risque d'intoxication. On a dit qu'il y a un risque d'intoxication par la barrière cutanée. Ça passe rapidement, tous ces toxiques-là. Réaliser une dilution de 0,05%. Par exemple, voilà les règles de dilution. Réaliser un bain une fois par jour dans une baignoire décontaminée. On a dit que les bains en immersion sont mieux que les bains sous la chasse parce qu'ils préviennent l'hypothermie. Préparer les bains en diluant la chlorhexidine avec de l'eau tiède, puis rincer à l'eau claire. Lorsqu'il y a un décollement et qu'on a des fissures profondes, des zones sointantes ou macérées, en particulier dans les plis, on peut effectuer des pulvérisations de chlorhexidine à ces zones-là 4 heures après le bain. Donc, toutes les 4 heures, maintenir l'enfant dans la couveuse et changer la solution toutes les 24 heures. Donc, voilà vraiment des mesures de réanimation. Sur les zones sointantes ou macérées, on peut appliquer des antifongiques parce que le risque, c'est la colonisation au candida albicans et les septicémies au candidosique. Et s'il arrive, on n'a pas vraiment les antifongiques pour le traiter. Hein. L'application quotidienne de vaseline a été conseillée pour certains auteurs pour accélérer le décollement de cette membrane, mais il faut faire attention parce qu'il augmente le risque d'infection cutanée à cause du phénomène d'occlusion. Et ce risque est d'autant plus important que la vaseline, il est gras, il y a l'émollient, il est gras, donc il faut faire attention à ces émollients dans le traitement de cette membrane colonienne. Donc, une bonne surveillance des risques infectieux. Mais par contre, cette application d'émollient de vaseline diminue la perte d'eau transépidermique, donc diminue le risque de déshydratation. Il faut éviter les topiques médicamenteux à cause du risque d'absorption percutanée, du risque d'intoxication systémique. Il faut éviter de mettre l'urée, sauf sur des zones limitées, l'acide lactique, l'acide salicylique, les produits alcoolés, l'iode. Donc, bref, éviter tous ces produits à cause de l'absorption percutanée qui est très importante. Limiter les voies veineuses et les prélèvements sanguins, comme pour les prématurés, afin de limiter les effractions cutanées et le risque d'infection systémique. Les prélèvements bactériologiques et mycologiques doivent se faire 2 fois par semaine. Réaliser un écouvillonnage des plis macérés ou des zones de sointement, des yeux en cas d'ectropion, et des zones de cathéter. Il faut une évaluation ophtalmologique régulière de l'ectropion, une protection des yeux par des collyres antiseptiques, des collyres à la vitamine A, des larmes artificielles. Il faut prévenir la kératite et la conjonctivite. Il faut l'évaluation également ORL régulière pour déboucher le conduit auditif externe. S'agissant de la prise en charge de la douleur, elle est assez importante. C'est des enfants qui sentent la douleur avec des prescriptions adaptées, paracétamol. On peut aller jusqu'aux dérivés morphiniques. Hein. L'alimentation orale avec une augmentation des apports, mise en place d'une sonde nasogastrique en cas d'alimentation difficile due à des problèmes de succion, parce qu'on avait dit que la membrane entraîne des difficultés de succion également parce qu'elle engaine le nouveau-né. Rarement, on peut utiliser des rétinoïdes péros parce que la membrane est vouée à se décoller facilement, mais lorsqu'on observe un retard de la chute de la membrane, on peut associer à ce traitement de réanimation l'acitrétine à la dose de 0,5 à 0,75 mg par kilo par jour. L'isotrétinoïne à la dose de 2 mg par kilo par jour peut être également utilisée
elle est moins chère hein, que l'acitrétine, mais l'acitrétine est la molécule où vraiment on a eu des études fiables, mais l'isotrétinine peut être également utilisée. Ce traitement va diminuer, doit être arrêté dès l'amélioration clinique, dès que la membrane aura totalement décollé et le nouveau-né n'aura plus de lésions cutanées. Le mode d'administration de l'acitrétine, c'est ce qu'on appelle le soriatane. Il faut le mettre dans un biberon et mettre un papier d'aluminium parce qu'il se dénature à la lumière. C'est des gélules. Donc, il faut ouvrir la gélule et mettre dans un biberon la quantité suffisante, faire des dilutions et le mettre, éviter que la lumière, le mettre à l'abri de la lumière. Donc, il faut encourager le contact peau à peau du nouveau-né et de ses parents pour favoriser la rencontre du nouveau-né et de ses parents, préparer doucement le retour à domicile lorsque le décoloniage aura été réalisé et que l'enfant vraiment aura des paramètres pédiatriques stables en unité de réa-néonatologie. Donc, après ce chapitre sur les bébés collodions, on a vu que le bébé collodion, le nouveau-né, il naît avec une membrane qui engaine et la membrane, l'évolution naturelle est qu'elle se décolle pour donner, pour guérir naturellement, c'est ce qu'on appelle le self-healing collodion bébé, ou bien pour donner les autres formes d'ictyose qu'on a vues, ictyosiforme, lamellaire, érythroderme ictyosiforme, forme lamellaire. Par contre, il y a d'autres formes de self-healing, c'est l'acral self-healing. Donc, lorsque cette membrane collodienne ne se localise qu'au niveau des paumes et des plantes ou bien le cuir chevelu. Donc, c'est la membrane collodienne qui est localisée au niveau des extrémités. C'est ce qu'on appelle l'acral self-healing collodion bébé. Voilà, c'est des cas qui ont été rapportés. Vous pouvez voir ces genres de cas chez des nouveau-nés qui naissent comme ça. Vous ne comprenez pas, c'est aussi des diagnostics différentiels dans le cadre des dermatoses transitoires et tout. Donc, voilà l'enfant qui a décollé naturellement sa membrane. Un autre cas également, un enfant qui est né comme ça, avec cette membrane au niveau des extrémités et qui a décollé rapidement après quelques jours. Donc, une autre forme d'ictyose, c'est l'ictyose en maillot de bain. C'est comme une ictyose lamellaire, grande plaque en lamelles, mais qui est localisée uniquement sur des zones de maillot de bain. C'est ce qu'on appelle l'ictyose en maillot de bain. Donc, mais c'est des formes assez mineures qu'on voit dans ces formes autosomiques récessives. Donc, un autre groupe des ictyoses, c'est les ictyoses kératinopathiques. Les formes majeures, c'est la forme érythrodermique ictyosiforme bulleuse, l'ictyose épidermolytique. Avant, on l'appelait l'érythroderme ictyosiforme congénitale bulleuse, mais dans les nouvelles nomenclatures, c'est l'ictyose épidermolytique. Quand on parle d'ictyose épidermolytique, c'est la forme qui est érythrodermique ictyosiforme congénitale sèche. Donc, aussi appelée érythrodermie congénitale bulleuse.